Bonsoir à tous, merci encore d'être nombreux ce soir. On a notre deuxième conférence les jeudis du savoir, intitulée Les poissons qui ont la dent dure, et ce soir nous avons deux intervenants. Nous avons René Galzin, que donc je vais vous présenter, qui est ici présent, directeur d'études de PHE, qui travaille depuis 1975 sur les poissons de récifs coralliens et qui est notamment connu pour l'étude des variabilités spatio-temporelles des populations biologiques des récifs, notamment donc en particulier les poissons. Et donc il va nous présenter ce soir les poissons surtout herbivores, et ensuite après lui, il y aura Laurent Viriot qui est là, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. René fera une présentation un peu plus en détail juste après sa présentation. Juste un petit rappel avant qu'on lance, si vous pouvez éteindre ou mettre en veille, en silencieux vos téléphones portables. Et je laisse la parole à René Galzin. Merci à tous. J'aime bien me promener en faisant les conférences. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle René Galzin. Les présentations ont été faites. On va attaquer de suite. Et cette histoire commence en 1985. Donc, 1985, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est l'année où en Nouvelle-Zélande, nos militaires ont fait un acte d'héroïsme avec le Rainbow Warrior. C'est l'année où notre ami Coluche a créé les Restos du Cœur. Pour la Polynésie française, c'est l'année où le Concorde a atterri pour la première fois à Faa, avec un seul passager qui était François Mitterrand, qui était venu pour assister à un tir militaire. Et c'était l'année où un brillant jeune chercheur de l'université de Montpellier passait sa thèse en 1985. Et cette thèse était axée sur les cycles temporels des poissons ici en Polynésie française, comprendre comment les poissons du récif corallien utilisaient cet espace. Et donc j'avais travaillé sur des petites échelles de temps, dans le cycle nictéméral, jour-nuit, le cycle lunaire ou le cycle saisonnier. Et on s'aperçoit qu'avec ces cycles, les poissons n'utilisent pas toujours au même moment les mêmes endroits du récif corallien. Et lors du dîner d'après-thèse, sur une table du restaurant, avec les collègues qui étaient là, on avait écrit une équation qui avait été dictée par Cornel de Souza en 82, qui disait, attention, les récifs coralliens sont un état d'équilibre qu'on a des difficultés à établir, où c'est qu'ils se trouvent, et il réagit autour de cet état d'équilibre en forme de sinusoïde. Ça passe par des hauts et par des bas. Et moi, je me suis dit, donc, cette équation m'intéresse, et donc je vais lancer un programme ici, en Polynésie française, sur ce suivi à plus long terme. Une fois qu'on avait étudié les cycles lunaires, saisonniers et nictémérales, on s'est dit, pourquoi on ne travaillerait pas sur les cycles interannuels, c'est-à-dire comment les poissons vont évoluer d'une année sur l'autre. Donc pour ça, on a travaillé sur notre radial privilégié, qui est le secteur de Tiaoura, en Moréa, à côté des deux îlots du club méditerranéen. On a décidé de travailler sur le récif rangeant, le récif barrière et la pâte externe, et on a mis en place des cadrats de suivi qui font 100 mètres carrés. Et dans ces cadrats, 2 fois par an, en période humide et en période sèche, on compte toutes les espèces de poissons que l'on voit, tous les individus, et on collecte en même temps des autres données sur le pourcentage de recouvrement corail vivant et les températures de l'eau et les événements catastrophiques qui peuvent intervenir sur ces îles, comme les taraméas, les cyclones, les blanchiments, etc., etc. Quand nous, les scientifiques, nous comptons les poissons, donc sur la radiale de Tiaoura, on a à peu près entre 250 espèces de poissons. On les range, les poissons, quand on les compte sur les plaquettes. Ensuite, arrivé au laboratoire, on les range dans 9 boîtes différentes. Donc ces poissons, on connaît le nombre d'espèces, on a le nombre d'individus. On sait également si ces poissons, comment ils se comportent vis-à-vis du territoire. Est-ce qu'ils restent enfermés dans un territoire de mètres carrés ou 20 mètres carrés, ou etc. On regarde ce qu'on appelle en anglais la grégalité, c'est-à-dire est-ce que ces poissons vivent tout seuls, est-ce qu'ils vivent en couple, est-ce qu'ils vivent en petit groupe ou en grand groupe.
On regarde l'habitat, c'est-à-dire on part du plancher du lagon et on va jusqu'en surface et on définit 7 types d'habitats que peuvent utiliser les poissons. On regarde aussi comment ils se comportent, est-ce que ce sont plutôt des poissons nocturnes, diurnes, etc. On regarde comment ils se comportent vis-à-vis de la reproduction. On regarde quelle est leur taille moyenne et on regarde aussi quel est leur régime alimentaire. Et on a l'habitude, nous les scientifiques, de classer les poissons dans ces 7 groupes d'alimentation. Si on regarde cette base de données depuis le début, les données dans l'océan, les données sur les récifs barrières et les données sur le récif frangeant, à la fois pour le nombre d'espèces ou les densités. Les densités, c'est de combien il y a de poissons par mètre carré, et les nombres d'espèces, c'est combien il y a d'espèces par mètre carré. On s'aperçoit que notre écosystème se porte relativement bien et tout va au cours du temps sur une augmentation, c'est-à-dire l'écosystème polynésien est relativement en bonne santé. En revanche, si je regarde maintenant la même évolution du système en regardant les poissons consommés par les populations, c'est-à-dire les poissons que consomment les Polynésiens ou les gens qui sont ici sur l'île, on s'aperçoit là qu'il y a une diminution. Et on a été les premiers ici au CRIOV à mettre en évidence cet état de fait. Et donc à partir de ça, on s'est dit, attention, l'écosystème polynésien, l'écosystème de Montréal se porte bien, mais il y a quand même un problème avec la surexploitation de certaines espèces de poissons que consomment les Polynésiens. Donc, quand on a l'habitude de dire qu'il y a une surexploitation des poissons, les premiers secteurs d'activité sur lesquels on tape sur les pêcheurs. On dit s'il n'y a plus de poissons, c'est la faute des pêcheurs qui pêchent trop, ils pillent la ressource, il ne restera plus de poissons pour nos enfants, etc., etc. Donc c'est le premier raisonnement que l'on peut faire. Moi, j'ai introduit une notion où on peut faire un deuxième raisonnement. Vous avez ici l'île de Montréal. Je mets 20 poissons dans le lagon. Alors, c'est 20 poissons, 20 000 poissons, 20 000 tonnes, 20 ce que vous voulez. L'unité, c'est 20. Qu'est-ce qui se passe chaque année? Chaque année, il se passe qu'il y a des poissons qui vont sortir du système. Là, on va dire sur le schéma, il y a 5 poissons qui sortent du système. Ils sortent du système, pourquoi? Parce qu'il y a de la mortalité qui intervient. Et cette mortalité, on la chiffre, soit c'est de la mortalité naturelle, c'est-à-dire le poisson il est trop vieux, il est malade, il a eu un parasite, il a eu un accident, il meurt. Mais aussi, cette mortalité, c'est une mortalité par pêche. Donc, si vous augmentez la pêche, vous augmentez le nombre de poissons que vous prélevez. Donc, au lieu de 5, vous en prenez 6, puis 7, etc., etc. Et on va voir ce qui se passe. Chaque année, pour compenser cette mortalité, il y a ce qu'on appelle le recrutement. C'est-à-dire, chaque année, dans notre système, il y a des jeunes poissons qui vont rentrer et qui, en principe, vont équilibrer les stocks. Donc, quand on parle dans une île de faire une gestion raisonnée de la ressource, on essaye d'équilibrer les deux paramètres. Si votre mortalité égale à votre recrutement, votre stock va rester toujours constant. Et donc, il y aura toujours du poisson dans votre île. Donc, c'est facile à comprendre. Donc, je vous ai expliqué que si la mortalité par pêche augmente, il va y avoir des manques de poissons sur le lagon. Et maintenant, il faut que je vous explique la deuxième travaux sur lequel nous avons beaucoup travaillé ici sur Montréal, qui est comment les poissons vont coloniser cet espace. Les poissons que vous avez, ici c'est l'île de Bora Bora, les poissons que vous avez, les 250 espèces que vous avez à Bora Bora, elles vivent toute l'année pratiquement emprisonnées dans le lagon. Il n'y a que quelques espèces qui vont se déplacer d'une île à l'autre, comme certains requins, certains carangues, les pailles-chérées, etc., etc. Mais les poissons sont en principe enfermés dans votre île. Chaque année, donc, on a vu qu'il y avait des problèmes de reproduction. Les poissons vont se reproduire. En général, la reproduction se fait aux abords des passes. Et les œufs sont exportés dans la masse d'eau océanique. Puis les œufs, il va y avoir la fusion des œufs. Ça va donner des petites larves qui vont après venir coloniser le milieu. Ces larves, comment on rentre ensuite dans le lagon? Elles rentrent dans le lagon par les vagues qui viennent déferler sur la crête, donc le fond du surf, et elles rentrent dans le lagon, elles viennent s'installer, et en général, ça aussi c'est une découverte qu'on a fait ici avec les travaux sur Montréal. Ces larves,
quand elles arrivent dans le lagon, elles se passent environ 1 semaine à 10 jours, obligatoirement sur les zones frangeantes qui vont border les îles. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est un danger actuellement sur les îles polynésiennes. Actuellement, les chiffres sur lesquels on travaille, on estime que s'il y a une émission de 1 million d'œufs, dans l'océan, il y a une prédation énorme qui se fait, donc il n'y a que 1000 poissons qui arrivent prêts à pénétrer dans le lagon. Sur ces 1000 poissons, il y en a encore une grosse mortalité, il n'y en a que 10 qui arrivent à avoir passé ce stade dans le lagon, et puis finalement, il n'y en a qu'un qui va recruter. Donc on a un déficit actuellement entre le nombre d'œufs qui sont émis et le nombre de poissons qui effectivement recrutent les populations. Donc actuellement, sur cette phase larvaire, le CRIOB n'a pas les moyens d'intervenir parce que c'est travailler dans l'océan et tout, on n'a pas les navires océanographiques. Nous, on axe notre recherche ici sur l'arrivée des poissons au niveau de la crête et les premiers jours d'installation, de recrutement et d'installation. C'est là où nous, on met tous nos efforts de recherche. Alors, dernière chose sur ce cycle de vie, c'est que là, je vous ai fait le cycle de vie qui se ferme, c'est-à-dire les poissons se reproduisent, ils font des œufs, des larves, et les larves viennent coloniser l'île parentale. Mais il y a aussi un deuxième processus qui se passe, c'est que pour pouvoir échanger les gènes, de temps en temps, il y a des larves qui sortent de ce système et qui sont possibles de venir d'autres îles et qui viennent recoloniser d'autres îles. Donc ça fait des échanges de gènes, de mise en place des populations, etc., etc. Ce qui se passe en Polynésie française, le problème, c'est ça. Donc vous avez ici un exemple de la plage telle que c'était auparavant, où les larves là venaient recruter. Je vous ai dit que les poissons, quand ils arrivent, ils viennent sur ces zones frangeantes. Là, ils se régalent parce que c'est une zone où les prédateurs ne peuvent pas aller. C'est une zone où assez riche, où il fait chaud, où il y a de la... Donc, ils se régalent et ils mangent dedans. Le problème, c'est que cette plage, le bord du littoral, il est de plus en plus exploité et demandé pour d'autres activités. Et par exemple, vous avez ici à Remblai. Et ici, au CRIOB, on suit ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire tous les 10 ans. On envoie des étudiants se promener tout autour de l'île. Et regardent ici quel est l'affleurement entre la plage et le lagon. Et donc on regarde si c'est du papa, des palétuviers, des murets, de la plage de sable blanc, plage de sable noir, rocher, tout ça. Et dans les chiffres qui sont très révélateurs de ce qui se passe sur Moorea, c'est qu'en 1996, les murets remblais représentaient 33% de l'espace de Moorea. 10 ans après, ça représentait 47%. 10 ans après, ça représentait 55%. Donc si on prend ce chiffre, ça veut dire que maintenant, en 2010, plus de la moitié du littoral de Moorea est artificiel. Et donc, il est moins propice au recrutement des poissons. Donc, avec les collègues là-bas qui sont dans la salle du Pronadeo et de l'association de PGEM, on a tiré les sonnettes d'alarme il y a une vingtaine d'années en disant attention, le lagon de Moorea, on peut faire de multiples activités, mais il faut respecter la biologie, il faut respecter les pêches, etc., etc. Donc, on essaye de gérer cet espace lagonaire pour tout le monde. Alors, je reviens maintenant pour ma première diapositive. Donc, en 85, je me suis dit, attention, il faut mettre en place un suivi des récifs coralliens de Moorea. Et là, vous avez les résultats de cette courbe qu'on avait vue. Et on s'aperçoit que les éléments majeurs, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire le passage de l'écosystème d'un état stable à un autre état stable, en Polynésie, c'est essentiellement dicté par le jeu entre 3 acteurs qui sont les taraméas, le corail et les poissons. Les taraméas, ici vous avez, c'est à mon avis les animaux qui dégradent le plus le récif corallien de façon résiliente. On a eu une infestation de taraméas dans les années 82, où le pourcentage de corail vivant est descendu en dessous de 20%. Et on a eu le même phénomène des taraméas dans les années 2006-2007, où les taraméas ont fait de nouveau redescendre le pourcentage de récif corallien aux environs de 0. Et de temps en temps, il se passe, entre-temps, le récif corallien polynésien se ressource, il repart. Donc ici, il est reparti de 82.
y croient. Et de temps en temps, il y a des phénomènes un peu qui le ralentissent. Ces phénomènes, c'est quoi? C'est un phénomène de blanchissement en 91, c'est un cyclone en 95, c'est un cyclone en 2010. Donc il y a des petits phénomènes récurrents qui un peu rompent cette histoire entre la proie, qui est le corail, et le prédateur, qui est la taraméa. Quand on regarde l'évolution de certains poissons dans cette évolution temporelle, on s'aperçoit que tous les poissons ne réagissent pas de la même façon à la disparition du corail. Vous avez ici par exemple un atoti, un pomastridé, qui était très abondant au début, qui a disparu au début des années 2010 et qui est réapparu à la fin des années 2010. Vous avez par exemple ici un perroquet qui était pratiquement absent au début et qui a beaucoup explosé dans les années 2010. Vous avez un palaï, un chirurgien, qui n'était pas là au début, qui a explosé dans les années 95-2015 et qui est de nouveau pratiquement disparu. Et vous avez ici le roy, qui est en continuelle diminution sur les récifs coralliens. Donc tous les poissons ne réagissent pas exactement de la même façon au changement du corail. Donc là, c'est ma dernière diapo, donc je vais passer la parole à Laurent. Donc moi, l'histoire que je raconte, c'est de dire que les récifs coralliens polynésiens sont très résilients. C'est-à-dire, ils arrivent à surmonter les infestations de l'étoile de mer. Moi, j'estime que l'étoile de mer, pour les récifs coralliens, c'est peut-être bien. De temps en temps, l'étoile de mer arrive, elle nettoie tous les récifs, et le récif se régénère. Donc, pour le moment, moi, c'est une histoire à trois. Vous avez le corail, vous avez l'étoile de mer, et vous avez les poissons. Pourquoi les poissons utilisent ce corail ? La vie d'un poisson dans les récifs coralliens de Montréal, le poisson, il passe sa vie à trois choses. Il cherche un habitat. Donc, pour chercher son habitat, il y en a beaucoup qui vivent dans les trous, dans le corail, etc., etc. Donc, il y a une relation d'habitat. Il y a une relation de nourriture entre le poisson et le corail. Et il y a une relation, le poisson, il cherche à se reproduire, il cherche le partenaire sexuel. Donc voilà, les poissons, ils passent leur temps à ces trois activités. Et maintenant, Laurent va vous expliquer l'intervention d'un quatrième paramètre pour expliquer, d'un quatrième intrus, pour expliquer cette résilience des récifs polynésiens. Bonjour à tous. Je ne vais pas parler trop près du micro parce que j'ai une voix qui porte. Donc les résultats que je vais vous montrer aujourd'hui sont les résultats d'un de mes doctorants qui s'appelle Jérémy, qui était là encore il y a peu de temps, qui travaille spécifiquement sur la denture des poissons perroquets, et moi je travaille aussi un petit peu avec lui sur ce sujet. Alors je rebondis justement sur ce que René disait à l'instant. On va commencer avec des choses très générales. Voilà en gros ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous avez la situation qui est à peu près la situation de la Polynésie ici, où on a une couverture corallienne qui est quand même maximale. Vous avez des récifs qui sont assez dégradés. On pourrait illustrer avec le secteur australien, où vous avez pas mal d'algues qui se mêlent au récif corallien, et à ce moment-là on a un récif mixte. Et puis vous avez des situations catastrophiques où des algues très nombreuses s'installent sur les substrats coralliens, et à ce moment-là on a un récif algal. Et le problème de cette situation, l'ensemble du processus, là, allant comme ça, s'appelle le déphasage corail-algue. Et quand on arrive à cette situation, il n'y a plus possibilité de résilience par les herbivores, parce que la situation est trop dégradée pour que les larves de corail puissent recruter et s'installer, puisque une larve, quand elle arrive, elle tombe au sol, et si le sol n'est pas disponible, à ce moment-là, elle ne s'installe pas. Par contre, la position mixte est encore possiblement résiliente, et quels sont les animaux qui permettent cette résilience? Ce sont les poissons et les oursins. Qu'est-ce qui se passe à Moorea? Donc, ce sont des études, les deux premières études que je vais vous montrer, ce sont des études qui ont été faites à Moorea. À Moorea, on a un certain nombre d'événements catastrophiques qui sont arrivés au cours des 30 dernières années, des cyclones et des invasions de taraméa, comme vous a montré René. Et qu'est-ce qu'on constate?
Eh bien, on constate, alors ici, on n'a pas vraiment de données très claires, mais en tout cas pour les deux grandes catastrophes qui sont arrivées ces 10 dernières années, on a un pullulement des poissons chirurgiens et des poissons perroquets, de certains poissons chirurgiens et perroquets, directement après la catastrophe, c'est-à-dire au moment où les algues vont pulluler sur des débris arrachés, cassés ou des coraux morts dans le cadre des taramers. Donc c'est cette relation moi, qui m'a intéressé pour initier une recherche ici, c'est quel est le rôle exact de ces poissons et quel est le rôle espèce par espèce ils peuvent jouer dans cette résilience. Il y a une autre étude qui est très intéressante, qui a été faite également à Montréal, c'est qu'on met des grandes plaques de béton comme ça dans des cages, et dans cette cage, soit on met des poissons herbivores, soit on les exclut. Et on constate au bout d'un certain temps que quand ils sont exclus, on a une prolifération algale qui est énorme. Donc leur rôle n'est absolument pas à contester, c'est un rôle réel, mais des expériences en cage, c'est bien beau, mais moi ce que je veux voir, c'est ce qui se passe dans la réalité. Et dans la réalité, ça a été compris il y a quelque temps par des collègues australiens, il y a 4 groupes de poissons herbivores qui sont là, séparés en 4 cases. Vous reconnaissez probablement certains membres que vous voyez régulièrement, à part celui-ci que j'ai mis là, qui n'est pas du tout dans notre secteur, mais qui est le plus gros prédateur qui existe dans les poissons herbivores. Les autres sont tous polynésiens. Et vous voyez qu'il n'y a pas que des perroquets et des chirurgiens. Il y a par exemple, alors dans les 2 premières classes, il n'y a que des perroquets, mais par contre ici, vous voyez une demoiselle, un poisson ange, ici il y a des saupes, ici il y a un platax. Donc ce ne sont pas les 2 seuls groupes, mais ce sont manifestement les 2 groupes les plus importants. Ils sont représentés en tout cas dans les 4 groupes. Alors on va les regarder un à un pour voir à peu près ce qu'ils font concrètement. Les excavateurs, ce sont vraiment quelques espèces de perroquets, tous ceux de ce genre-là, Chlorurus, les Cetoscarus et le Microrhinos que l'on connaît assez bien, et également ce très grand perroquet, vous voyez la taille de l'individu, ça dépasse le mètre, la taille adulte. Et vous voyez le type de dégâts que fait ce perroquet quand il passe sur une colonie, c'est-à-dire que tout est scalpé et vous ne trouvez pas les débris parce qu'il les mange. Et vous imaginez un peu l'importance de la denture dans ce genre de prédation. Et ce groupe de perroquets est également capable de mordre dans du corail vivant et d'emmener des morceaux assez profonds. Les morsures descendent jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Donc, évidemment, pour moi qui suis un spécialiste de la denture, c'était un groupe très intéressant à étudier. Le deuxième groupe, ce sont des racleurs. Eux, ils ne sont pas capables de mordre dans le corail, mais en se nourrissant, ils viennent sur les surfaces mortes, soit de corail mort, soit sur des rochers qui sont colonisés par un tout petit gazon algaire, et eux, ils vont racler ce gazon, et ainsi ils vont le nettoyer. Ce sont également des nettoyeurs de gazon, et en nettoyant ces surfaces-là, ils vont permettre au corail de se réimplanter sur ces surfaces nettoyées. Le troisième groupe, alors là c'est des groupes plus traditionnels, les brouteurs, on les trouve également sur Terre, les brouteurs. Les brouteurs, comme vous le voyez, c'est pas mal de chirurgiens qui sont en haut, et puis les 2 je vous ai présentés tout à l'heure. Leur milieu de prédilection, c'est toujours ce gazon algaire, c'est surtout du gazon algaire avec des détritus à l'intérieur, comme le gazon piège des détritus et du sable, eh bien, ils vont souvent manger les 2. Alors, il y a 2 sous-groupes dans ce groupe-là. Il y a ceux qui ne prélèvent que le gazon, et puis il y a ceux qui vont avoir les dents assez longues pour aller chercher également de la matière organique dans les détritus qui sont en dessous. Ensuite, et pour finir, il y a les paisseurs. Alors, les paisseurs, ça existe également sur Terre. Le paisseur, c'est les grands herbivores de forêt, comme les cerfs et tout ça. Eh bien, ça existe en mer aussi. Eux, ils se nourrissent de grosses algues, bien charnues. Et ils ont un rôle également parce qu'il y a des secteurs où ces algues se surdéveloppent.
Et donc, leur rôle est très important. En fait, les 4 rôles sont complémentaires. Et alors, quel est le type de stratégie qu'on a développé pour cette recherche? Alors, premièrement, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a rapport avec les dents. Ici, c'est une bouche ouverte d'un poisson chirurgien, et ici, c'est une bouche ouverte d'un poisson perroquet. On regarde également leur comportement alimentaire, c'est-à-dire comment, et on regarde également ce qu'il y a dans l'estomac, parce que c'est pas en les regardant qu'on sait forcément ce qu'ils ont attrapé. Ils attrapent énormément de choses qui sont microscopiques. Et évidemment, le but de ces recherches va vers une politique de conservation des espèces les plus importantes, mais sous forme uniquement de recommandations. Ma spécialité, c'est l'imagerie 3D. C'est-à-dire qu'on va passer tous les spécimens que l'on récolte dans ce drôle d'appareil. Là, ils seront fixés sur cette tablette qui est à l'intérieur. Et avant de les passer, on va les déshydrater complètement. Et cet appareil permet, alors c'est comme un super radiographe si vous voulez, l'échantillon va tourner à l'intérieur de l'appareil, on va lui projeter en permanence des rayons X. Et au lieu de prendre une seule radio, on va en prendre 3000 pendant qu'il tourne, c'est-à-dire qu'il va tourner 3000 fois sur 360 degrés, et une fois qu'on aura toutes les radios, on va les reconstruire pour avoir le volume 3D qui est ici, ça c'est le volume 3D de cette tête-là, et on va pouvoir étudier tous les os et extraire les dents, comme vous voyez ici. On a plusieurs types de rendus sur ces volumes 3D. Vous pouvez laisser les tissus minéralisés intacts, mais vous pouvez également faire des radios dans ces tissus, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez l'os qui est devant, là, il a disparu, et on voit les dents qui sont cachées derrière. Et on ne s'intéresse pas uniquement aux dents, on fait également tout ce qui est système digestif. Alors voilà tout ce qu'on analyse sur un perroquet. En gros, on travaille de l'entrée de la bouche jusqu'au trou du cul, c'est-à-dire sur tout le transit digestif. On va étudier tout ce qui est prise alimentaire grâce aux dents orales. On va étudier ces dents-là dont on parle rarement, mais qui sont extrêmement importantes chez les perroquets, qui se situent ici, c'est l'équivalent de notre gorge à nous. Et ces dents pharyngiennes, vous voyez qu'elles sont très rapprochées, les dents du haut et les dents du bas. Elles vont meuler complètement les morceaux de coraux et les transformer en sable corallien. Et également, on va étudier tout le transit digestif jusqu'à l'excrétion qui se situe à peu près ici. Alors, pour mettre au point à peu près ce qu'on allait trouver, on a regardé des exemples types de pêcheurs, d'excavateurs, racleurs, détritivores, parce qu'ils ont à peu près le même contenu digestif, c'est-à-dire de la caillasse broyée, les brouteurs et des carnivores et des planctonivores, où là on reconnaît le régime alimentaire d'entrée. Vous voyez qu'il y a plein de mollusques à l'intérieur, il n'y a que des mollusques à l'intérieur, et ça c'est à toute petite échelle, la plupart des choses font moins d'1 millimètre, là. Et c'est un estomac d'un Dacylus à 3 points. Ce sont les demoiselles noires qui vivent dans les anémones. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit presque rien chez les pêcheurs et les brouteurs? Eh bien parce qu'il y a des algues à l'intérieur. Et les algues n'absorbent pas du tout les rayons X, même si on fait des efforts pour essayer de les faire... nous, on essaye de mettre des produits pour les faire absorber, mais pour l'instant, on n'est pas encore au point là-dessus. Donc en fait, vous allez voir un tout petit peu de détritus, en fonction de s'ils tapent un peu au sol en même temps qu'ils mangent l'algue, mais on va presque rien voir. C'est comme ça, en fait, qu'on les détecte. On les détecte par une absence. Alors on va commencer par regarder un peu ce qui se passe chez les poissons perroquets, puisque la denture est très intéressante. Je vous ai mis un tout petit panorama de ce qui se trouve en Polynésie, mais je pourrais faire une dizaine de diapos comme ça, parce que la particularité des perroquets, c'est non seulement d'être très nombreux ici, d'avoir beaucoup d'espèces différentes, mais en plus, il y a un mâle et une femelle, et ils ne sont pas du tout de la même couleur, et comme vous pouvez peut-être le savoir, quand le mâle a un harem, et quand il meurt, en fait, il y a une femelle qui reprend la tête du harem en se transformant en mâle. Donc c'est un groupe qui est très intéressant à beaucoup d'égards. Bon, moi, je ne m'intéresse que dans. Alors, une première chose à savoir, c'est que les perroquets ont un cousin direct, et c'est les Napoléons, en fait. Ils sont très très proches des Napoléons. D'ailleurs, les perroquets sont des labres, comme le Napoléon.
Et en fait, quand on regarde par rapport à leurs cousins, ils ont beaucoup changé. Vous voyez que le Napoléon est un carnivore, hein, classique. Alors même si vous ne voyez pas très bien son contenu digestif, en dessous, je vous ai mis un agrandissement où vous voyez ce qu'il mange. Hein. Il y a des pinces de crabe un peu partout. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est bien un carnivore. Et il y a ce premier groupe de poissons perroquets, parce que les poissons perroquets sont divisés en deux groupes. Et vous voyez que pour les 3 premiers représentants, il n'y a pas de bec dentaire. Il n'y a que celui-là qui a un début, je dirais, de bec dentaire. Ce qu'on appelle quand même les poissons perroquets parce qu'ils ont un bec dentaire. Et je ne sais pas si vous les avez déjà vus, ces deux-là, parce que ceux-là ne sont pas en Polynésie, mais ces deux-là, on est supposé les avoir ici, mais on les voit rarement. Parce qu'en fait, ils vivent dans des herbiers. Et d'ailleurs, quand on regarde leurs estomacs, il n'y a presque rien, ils vivent bien dans des herbiers, et ce sont tous des pêcheurs. Et le deuxième groupe, qui est beaucoup plus intéressant, lui ne regroupe que des poissons avec des becs dentaires. Alors, la forme des mâchoires est variée, hein. Vous pouvez avoir des formes étroites. Les formes étroites, en général, sont des excavateurs. Hein. Ils exercent un maximum de pression sur le bout de la mâchoire, mais ils n'ont pas besoin d'avoir des mâchoires très larges, alors que les racleurs, pour racler plus large, ont besoin d'avoir des mâchoires un peu plus larges. Donc, on a des mâchoires plus larges chez les racleurs. Et alors, le résultat des contenus stomacaux sont très classiques. Hein. Ils ont beau manger des débris de n'importe quelle taille, les meules pharyngiennes transforment ça en un sable qui est quasiment de la même granulométrie, comme vous pouvez le voir sur un excavateur ou sur un racleur. Alors nous, évidemment, on va plus loin dans les dents. On veut comprendre un peu comment ça marche, comment cette machine de fou qui est des mâchoires de poissons perroquets peut fonctionner. C'est-à-dire, on imagine que d'avoir des mâchoires qui croquent dans la roche, ça doit casser énormément. Et ça casse énormément. Hein. Là, j'ai pris des mâchoires qui sont en bon état, mais il y a des échantillons où vous avez des morceaux complets qui sont cassés comme ça parce que il a rencontré un os, plus dur qu'un os même, et il y a beaucoup de casse. Donc, s'il y a beaucoup de casse, il faut beaucoup remplacer. Alors, comment ça marche? Donc, vous avez la mâchoire brute ici. On sait qu'il y a ici les dents qui se développent et ensuite elles vont migrer jusqu'à là où elles se rencontrent. Je vous ai mis une coupe ici, qui est une coupe dans la mâchoire. Vous voyez à peu près les loges là où elles se développent, c'est-à-dire tout en bas de la mâchoire. Et après, les dents, elles vont progressivement monter comme ça au cours du temps. Et il y a un moment, elles sont à peu près libres là, et à un moment, elles vont s'imbriquer les unes les autres. Et alors vous allez me dire, c'est quand même pas évident de faire fonctionner vers le haut un système qui est soudé comme ça. Et en fait, quand on regarde en lumière polarisée, on s'aperçoit qu'il y a deux parties dans l'os. Il y a une partie ici qui a énormément de remodèlement, excusez-moi, et il y a une partie qui a quasiment pas de remodèlement, c'est-à-dire que ça, c'est tout le temps mobile. C'est comme un tapis roulant qui monte comme ça, sans arrêt, avec l'os qui se défait et se refait constamment, comme dans des articulations d'enfants. Quand on enlève un petit peu l'os qui est par-dessus pour comprendre ce qui se passe, eh bien vous voyez que c'est magnifique. Hein. Les dents sont libres dans la zone de développement et dans les premières, dans le virage en fait. Hein. Parce que comme un bec de perroquet est un peu circulaire, comme ça, il y a un virage, et là, les dents ne peuvent pas rester imbriquées. Par contre, dès qu'on est en ligne droite, tout s'imbrique, et vous avez un véritable mur de dents, qui est en plus cimenté des deux côtés par de l'os, très très haut, hein, c'est un des rares cas chez les vertébrés. Et on s'aperçoit aussi que la répartition des dents est beaucoup moins dense sur les côtés, et beaucoup plus dense dans ce coin-là, c'est-à-dire là où il y a la pression maximale quand il y a une morsure. Voyons voir maintenant un peu ce qui se passe chez les poissons chirurgiens. Enfin, chirurgien, là, je minimise. En fait, on parle des acanthuridés, si vous voulez, scientifiquement, et ça regroupe non seulement les poissons chirurgiens, mais aussi les licornes, qu'on appelle aussi les nasons, qui sont un autre groupe. Alors eux aussi, même s'ils n'ont pas de bec dentaire, ça c'est clair,
ils ont une diversité de dentures et de régimes alimentaires qui est très importante. Et cette diversité va exactement de pair avec une diversité de la denture. Vous avez les paisseurs qui ont souvent des dents très simples, soit pointues, soit rectangulaires, qui sont coupantes. Vous voyez que les dents marchent beaucoup parce qu'elles sont presque toutes cassées ou usées là devant. Ça c'est typique des mangeurs de grosses algues. Pour tout ce qui est brouteur, on va avoir des dents qui sont incisiformes, c'est-à-dire qui ressemblent à des incisives. Les incisives des enfants, quand elles viennent de sortir, elles sont comme ça, avec plein de petits denticules. Et ça permet de couper très précisément les touffes de gazon. Et puis les détritivores, eux vont avoir, comme je vous ai dit, des dents très allongées. En plus, lui, il a la particularité d'avoir un ring de collagène à la base de ses dents, c'est-à-dire qu'elles bougent. C'est incroyable, mais il peut les faire bouger. Et donc, lui, quand il arrive sur sa proie, c'est-à-dire les détritus, il va tout au fond et il peut peigner un peu le sable qui va trier dans sa bouche ensuite. Donc, vous voyez 3 régimes alimentaires très diversifiés. Et la particularité des poissons chirurgiens, c'est d'avoir tous les intermédiaires entre ces 3 régimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul poisson qui fait la même chose. Ils sont pratiquement tous complémentaires. Et pourquoi ils sont complémentaires? Parce qu'en fait, c'est le résultat d'un processus évolutif. Comme vous le voyez ici, c'est les relations de parenté entre tous ces poissons. Là, il y a un brouteur presque strict, c'est-à-dire que quand on regarde son contenu stomacal, on ne voit pratiquement pas de détritus à l'intérieur, il n'y a que du verre. Eux, ils sont mixtes, mais vous voyez que les dents sont de plus en plus nombreuses par rapport au brouteur strict, et elles sont de plus en plus allongées, donc lui, on sait qu'il va aller de plus en plus dans les détritus. Et puis vous avez le détritivore quasiment strict ici, qui est au bout de la lignée. Et vous voyez que finalement, c'est un processus évolutif qui a sélectionné des dents de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, en réduisant leur taille naturellement, si elles sont plus nombreuses. Et du coup, ils ont tous un régime alimentaire particulier que leur permettent d'avoir des dents différentes comme ça. Alors, un petit exemple, parce que le hasard a fait que, comme j'ai un de mes collègues avec qui je travaille sur ce poisson, donc on l'a regardé beaucoup plus en détail. Et pour moi, le regarder en détail, c'est ça. Et donc, je me suis intéressé à ça, et puis à ça, parce que vous voyez qu'il y a des choses dans le ventre, c'est intéressant. Alors, ce que je vous montre ici, ce sont des jeunes. En fait, ce collègue travaille sur le recrutement de ces poissons, et donc on va chercher les larves sur la crête là-bas, et puis on les élève un petit peu, ou on les prend un peu plus grands. Moi, je ne peux pas élever, parce que quand on les élève, ils ne mangent pas ce qu'ils ont naturellement dans leur bol alimentaire. Donc, je prends que du sauvage. Et bien, on regarde ce qu'il y a dans le ventre. Je vous rappelle que ce poisson est supposé être herbivore et brouteur. Et en fait, chez les jeunes, jusqu'à une certaine taille, on n'a que de la viande à l'intérieur qui est visible, beaucoup de mollusques, des foraminifères, un morceau de pince de crabe ici. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de débris biogènes qui sont partout. Et donc, il n'y a que de la viande, mais attention, il y a des trous. Il peut aussi manger des algues. Mais en tout cas, même s'il mange des algues, lui, il n'est pas herbivore, il est omnivore. Parce qu'il mange de la viande et des algues. Et d'ailleurs, on était tellement surpris qu'il y ait beaucoup de choses que, pour une fois, on n'a pas fait ça aux rayons X, on est allé dans l'estomac directement. Et alors, il faut voir qu'est-ce qu'étaient les vides. Et les vides, en fait, c'est encore autre chose. Bon, au passage, on a trouvé un microplastique, mais vous voyez qu'il y a une fourmi, quand même. Donc ce poisson, il mange des fourmis, c'est pas facile à trouver une fourmi dans le lago. Ça veut dire qu'il reste au bord, et puis quand elle descend, poum, il en prend une. Il y a beaucoup de restes d'invertébrés, et quand on a trié un peu ce qu'il y avait là-dedans, en fait, il y avait plusieurs fourmis, il y avait une crevette, il y avait des foraminifères ici, des mollusques, et il n'a pas juste mangé les coquilles mortes, puisque ce foraminifère a encore de la matière organique à l'intérieur. Donc il est franchement carnivore, à cet âge-là. Alors du coup, on a regardé un peu comment étaient ses dents, parce que c'est bizarre d'être herbivore, enfin supposé être herbivore, et puis manger plein de vertébrés.
Et comme vous le voyez ici, ça c'est la taille standard qui est là, donc ça commence à peu près 2 cm ici pour tout le poisson. Et puis on finit à environ 5 cm. Donc on ne se balade pas dans des choses très grandes, c'est que des jeunes. Et vous voyez ce qui se passe, c'est incroyable, le turnover des dents. Vous voyez qu'il y a plein de dents partout et qu'il y en a en fonction, mais il y en a qui se développent en dessous et elles changent complètement de forme. Alors ce que vous avez au début là, ce sont des dents qu'il a encore de sa période, enfin c'est un reste de ce qu'il a de sa période pélagique, c'est-à-dire quand c'était une larve qui était en haute mer. Après, quand il rentre dans le lagon, il développe ces dents-là. Et puis il en développe d'autres et d'autres et d'autres. Et vous voyez qu'elles changent malgré tout. Celles-là sont encore assez pointues et celles-là sont rectangulaires. Alors si je vous dis ça, ça peut être très saoulant si vous voulez, mais c'est pour vous montrer l'échelle d'analyse que l'on fait. C'est-à-dire qu'on regarde exactement le rapport entre les dents qu'il possède et ce qu'il mange. Et du coup, on arrive à avoir un nombre de générations dentaires différentes qui est assez extraordinaire, puisque quand il arrive, il a déjà plusieurs générations qui sont présentes et qui datent de sa période où il est planctonivore. Après, comme je vous l'ai dit, il devient omnivore quand il s'installe dans le récif et il a des dents qui, vous voyez, sont un petit peu pointues. Et moi, je pense qu'il devient herbivore que quand il a ces dents-là qui deviennent de plus en plus triangulaires, c'est-à-dire la différence entre ça et ça. Donc c'est assez fabuleux comment le fait d'avoir certaines dents peut prédisposer à un certain régime alimentaire. Alors je finirai en vous mettant des petits messages de ce qu'il faut regarder, parce que je vous ai montré des choses quand même qui sont très complexes. Alors, très important, les poissons perroquets sont des labres. Tout ça, c'est la même famille. Ils sont cousins du Napoléon. La plupart des labres sont carnivores, mais les poissons perroquets, eux, sont herbivores. Et encore, c'est un peu abusif de dire qu'ils sont herbivores, parce qu'on pense de plus en plus qu'ils se nourrissent de bactéries, de voiles bactériens qui est sur les déchets et sur les... En fait, le gazon est juste un support de ces voiles bactériens, mais il ne l'assimile pas. Il le mange, mais il ne l'assimile pas. C'est comme tout le calcaire qu'il mange, il ne l'assimile absolument pas. Il est tout rejeté. Il y a des poissons perroquets qui n'ont pas de bec dentaire. Et ça donne des choses comme ça, et ce sont des choses qui sont des paisseurs. Par contre, il y a beaucoup de poissons perroquets qui sont à bec dentaire, et ils sont dits durophages. Durophage, c'est un mot qu'on utilise pour qualifier les animaux qui mangent des trucs extrêmement durs. Les hyènes, par exemple, sont un des seuls durophages sur le continent. Ils excavent ou ils raclent les substrats pour se nourrir. Ensuite, ils possèdent un bec dentaire, comme je vous ai montré, avec des dents qui se renouvellent continuellement et qui sont obligées de se renouveler continuellement parce que la ligne d'occlusion doit être toujours neuve et intacte. Ou sinon, ça ne fonctionne pas et un animal qui ne se nourrit pas meurt. Et ce qu'il faut retenir sur les poissons chirurgiens, c'est qu'il y a deux groupes. Il y a les chirurgiens et les nasons. La plupart des nasons sont paisseurs, alors que les chirurgiens, eux, sont majoritairement brouteurs ou détritivores. Vous voyez typiquement ce que l'on voit dans le lagon quand on met dans la tête dans l'eau. Ils mangent ça et ils vont chercher aussi un peu les détritus qui sont dedans. La denture est très diversifiée, comme vous pouvez le voir. On peut avoir des dents qui sont pointues, mais il y a toujours des denticules. Ça, il faut avouer qu'on pense que l'homme a inventé le couteau avec des crans parce qu'il a vu ça sur des dents de requin qu'il a trouvé par terre fossile. Et ça, vous voyez qu'il n'y a pas que les requins qui font ça, d'avoir des denticules. Ça coupe tellement mieux quand on a des denticules. Et donc, il existe de nombreuses adaptations qui améliorent l'efficacité du broutage ou la qualité de la détritivorie. Et quand on scrute en particulier le malini, comme je vous l'ai montré, on constate que rien n'est simple. Et en science, jamais rien n'est noir ou blanc. Cet animal qui deviendra un herbivore, il commence sa vie en mangeant de la viande, parce qu'il est dans sa nurserie et puis qu'il n'y a peut-être rien d'autre, ou alors peut-être qu'il aime bien la viande à cette époque-là. Voilà, je vous remercie et je vous laisse avec ces magnifiques mosaïques.